Baza kima? Bangoan. Baza kima? Bangoan. Bako miko kima? Bangoan. Bangoan. Bazalendo wako teli bango. Baza matela bango. Sokola bango wana, sokola bango. Beta bango wana. Oui, merci. Courage. Courage de courage. Sawa. Njoo watu wangu bebi kwa kule. Bana banyuka kule kabisa. Hapa ni watu wako ya Bazalendo. Okay. Nimewaambia wapite mbele na mimi nikisi. Walikuwa wote wanapanda. Oya beta te. Ko beta awate. Ko nali. Pekisa ye ko bana ko baji. Ile hii haiwezi fika kule. Ile ni hapo nipo 50 ndio iko na Barabuye Bazalendo kule. Juba bata gizi ya kuingia hapa mimi niko na Barabuye na mipo 50. Ndio wale deja biko hapana. Ndio wale biko hapana. Mkakamata ile kanyama mnapata 6 mbele ya Mungu na mnabakia pale. Basi nikuviche mkakamata tu pale na habari yenu inaenda. Nimeambia sekondari nisinipatie arme. Pale achunga chakula ilipokuye na nani. Yeye ni bomba. Wenye tuko nao na probleme ni wao wanyangaragata wa teroriste wa M23 wenye wako napenda wasabote budongo wetu ya Kongo. Me population irudie na amani, hatutagusa kukitu ya mukaaji, kwani sisi tulijitolea kugomboa budongo yetu na kugomboa watu yetu wenye M23 iko na torture. Maviole zilisha kwanza mingi, unaona mabarabara walikuwa nalipisha $520 kunani hii barabara rute ya kwenda Kichanga. Me tunagomboa barabara, tulisha libere magari priske 90 gari 90 verkire zenye zilikuwa naenda ndani ya Goma. Hakuna manake saba naona wanapita bila taksi hata moya, wanafurahi sana. Bana mboka na kosi? Okosi barabara po mboka na biso sana na kimya. Ipeselene oye! FDP oye! Na banzike ngai na koloneli na kome ba komanda secteur tokosala musala ndenge senge. Hapa ni komanda 4e secteur colonel Nyeganyega mouvement ANCDH bar AFDP. Tiokani? Ona hapa tunajengua adui. Ilikuwa na vilima 7 hapa tunajengua. Kutoka Burungu kuingia Rushebeshi tunajengua. Ona hapa ni Rushebeshi. Rushebeshi hii. Rushebeshi mwingine ya Rushebeshi. Pale ni Burungu. Ona tunajengua barabara kusoma gari zilikuwa zishasimama hapa. Me yote tunalibere. Gari ziko napita kwa usalama. Walikuwa nalipisha kama gari napita $500, $520. Meshe tunalibere kubure. Kome bakongomani benzetu. Me baturaliste wanakuwa tuviore mueneo yetu. Hadupendi. Bana viore ba bibi yetu. Bana viore ba mama yetu. Ilote inatuhuzunisha. Kome Bazalendo. Ndio maana na sisi tunazitoa kwa kukamata silaha kwa kupigana nabo. Grupe arme kwa arme mpaka tupigane mpaka tone la mwisho. Tiokani? Tiokani? Okay, ni kusema tutawafuata mpaka kwenye tunaacha takanyaga kokote. Tuko tayari kufika pale. Tunasikilizana? Ndio. Tunasikilizana? Ndio. Kwenye tunaacha takamnyanga mpaka tufike pale. Okay, hapa tuko na komanda T3 Michael Zone. Tuko na komanda Corner Hakiza. Na komanda batoto wanajitoa kupigania nchi yao. Bare bote mujipigie mikono. Bienvenue sur Chancel Achala News. Merci de nous retrouver dans cette énième session d'actualité sur votre chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner afin de nous soutenir avec le compatriote africain, un de ceux qui défendent désormais la République démocratique du Congo dans la situation sécuritaire préoccupante de 2 ans à l'est de la RDC. Charles Onana, ici à Paris en France, il nous a fait l'honneur de nous recevoir afin de répondre à vos préoccupations dont vous nous avez transmises dans des commentaires. Charles Onana, bonjour. Oui, bonjour. Politologue.
Oui, c'est ça. Et écrivain de ces précieux, laissez-moi les qualifier comme ça, livre Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. Pourquoi avoir écrit ces livres et surtout pourquoi l'avoir intitulé de la sorte? Alors, j'ai écrit ce livre sur le Congo parce que ça fait presque 30 ans maintenant que le Congo vit un calvaire sans nom. Et tout cela dans un silence incroyable, des millions de femmes, un demi-million de femmes violées maintenant, et puis des millions de morts dont on ne sait même plus compter, tellement il y en a. Et j'ai considéré que le Congo vivait une situation trop injuste par rapport à beaucoup de pays dont on parle. On parle de l'Ukraine, mais l'Ukraine n'a pas 30 ans de guerre. On parle également d'autres pays comme l'Afghanistan, etc. Mais on ne parle pas du Congo. Je me suis demandé pourquoi on ne parle pas du Congo, alors qu'en fait, non seulement toutes les puissances, toutes les grandes puissances sont impliquées dans le dossier du Congo, mais en plus de cela, on ne comprend pas pourquoi, avec autant de victimes et de nombreux rapports des Nations Unies, eh bien, on continue de garder le silence. Donc j'ai voulu modestement rompre cette omerta, et c'est pour cette raison-là que j'ai considéré aussi que ce qui était fait aux Congolais était quelque chose de programmé, parce que je me suis appuyé sur des documents, des archives américaines, des archives de l'Élysée, de l'Union européenne, etc. Donc j'ai considéré au terme de près de 20 années de travail que ce que vivait le Congo n'était rien d'autre qu'un holocauste, et c'est pour cette raison que le livre est intitulé ainsi. Avant d'entrer dans les détails de chacun, je dirais, de vos chapitres, le silence de la communauté internationale est condamné visiblement tout au long de votre livre. On dirait que ces silences est-il consenti? La communauté internationale est d'accord que les choses se passent de la sorte à l'est du Congo. La communauté internationale soutient-elle le Rwanda? Alors si c'était le cas, ce sera pourquoi concrètement? Alors oui, ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire en particulier l'Europe occidentale et bien entendu les États-Unis et l'Amérique du Nord de manière générale, soutiennent effectivement le Rwanda, parce qu'il y a eu effectivement, comme vous le savez, dans le cas du Canada, qui avait envoyé un général qui commandait les casques bleus de l'ONU, de la MINUA, en 1994. Et puis vous avez eu effectivement aussi des Américains, des troupes américaines qui sont revenus après la victoire militaire du FPR de Paul Kagame en 1994, lui apporter un appui militaire conséquent qui a permis effectivement de chasser le maréchal Mobutu. Donc j'ai rassemblé tous ces éléments et je pensais effectivement que ces éléments étaient importants parce qu'ils n'avaient pas été rendus publics suffisamment, une grande partie de ces éléments-là jusque-là, parce que les organisations humanitaires et la plupart des organisations non gouvernementales considéraient qu'en 1994, le Congo était victime de ce qu'on a appelé le génocide du Rwanda, c'est-à-dire c'était un dégât collatéral. Moi, j'ai considéré que c'était un mensonge. Non, le Congo n'était pas victime d'un dégât collatéral. Le Congo était victime d'un plan d'occupation et d'extermination des populations. Donc, j'ai pu obtenir les rapports d'une mission secrète qui était une mission qui avait été initiée par le président Clinton au mois de juillet 1994, qu'ils ont appelé l'opération Support Hope. C'était le nom de code de cette mission, qui était soi-disant une mission humanitaire. Mais en examinant les documents du Pentagone... Mission humanitaire en faveur de... Ah ben oui, en faveur du Rwanda, sauf que le problème c'est que les populations étaient sur le territoire congolais. Et donc s'il y avait une mission humanitaire amenée, c'était d'abord au Congo pour faire ramener les populations rwandaises qui étaient venues massivement sur le territoire congolais, les ramener chez eux. Alors ils ont refusé de ramener les populations rwandaises chez elles. Ils ont demandé aux autorités congolaises de garder ces populations sur leur territoire alors que l'Est du pays n'était pas en capacité de pouvoir accueillir des millions de réfugiés. Ils n'ont pas apporté de soutien aux Congolais pour soutenir ces réfugiés, mais ils ont alimenté effectivement la guerre contre les populations Hutus du Rwanda au Congo, mais pire, ils ont tout fait pour renverser en 1997 le maréchal Mobutu sur le fondement, n'est-ce pas, de ce qu'on a appelé la révolte des Banyamulenge, mais qui en fait était déjà un plan très bien organisé, très bien préparé pour s'emparer du territoire congolais.
Donc les plans bien préparés par la communauté internationale, par les biais du Rwanda pour envahir les Zaïre, si vous voulez dire. Bien entendu, c'est-à-dire Pour que... quelle finalité? Mais alors, il y avait deux objectifs. Le premier objectif, c'était de s'emparer des ressources minières du Congo qui sont à l'est du Congo. Et puis, le deuxième objectif, c'était d'avoir à Kinshasa un pouvoir qui était inféodé au Rwanda et bien entendu à la communauté internationale. Parce qu'il n'avait pas été rendu public suffisamment une grande partie de ces éléments-là jusque-là, parce que les organisations humanitaires et la plupart des organisations non gouvernementales considéraient qu'en 1994, le Congo était victime de ce qu'on a appelé le génocide du Rwanda, c'est-à-dire c'était un dégât collatéral. Moi, j'ai considéré que c'était un mensonge. Non, le Congo n'était pas victime d'un dégât collatéral. Le Congo était victime d'un plan d'occupation et d'extermination des populations. Donc, j'ai pu obtenir les rapports d'une mission secrète qui était une mission qui avait été initiée par le président Clinton au mois de juillet 1994, qu'ils ont appelé l'opération Support Hope. C'était le nom de code de cette mission, qui était soi-disant une mission humanitaire. Mais en examinant les documents du Pentagone... Mission humanitaire en faveur de... Ah ben oui, en faveur du Rwanda, sauf que le problème c'est que les populations étaient sur le territoire congolais. Et donc s'il y avait une mission humanitaire amenée, c'était d'abord au Congo pour faire ramener les populations rwandaises qui étaient venues massivement sur le territoire congolais, les ramener chez eux. Alors ils ont refusé de ramener les populations rwandaises chez elles. Ils ont demandé aux autorités congolaises de garder ces populations sur leur territoire alors que l'Est du pays n'était pas en capacité de pouvoir accueillir des millions de réfugiés. Ils n'ont pas apporté de soutien aux Congolais pour soutenir ces réfugiés, mais ils ont alimenté effectivement la guerre contre les populations Hutus du Rwanda au Congo, mais pire, ils ont tout fait pour renverser en 1997 le maréchal Mobutu sur le fondement, n'est-ce pas, de ce qu'on a appelé la révolte de Banyamulenge, mais qui en fait était déjà un plan très bien organisé, très bien préparé pour s'emparer du territoire. Donc les plans bien préparés par la communauté internationale, par les biais du Rwanda pour envahir les Zaïre, si vous voulez dire. Bien entendu, c'est-à-dire que... Pour quelle finalité? Alors, il y avait deux objectifs. Le premier objectif, c'était de s'emparer des ressources minières du Congo qui sont à l'est du Congo. Et puis, le deuxième objectif, c'était d'avoir à Kinshasa un pouvoir qui était inféodé au Rwanda et bien entendu à la communauté internationale. Alors, c'est que le pouvoir qui était en place faisait peur à la communauté internationale, ne travaillait pas pour elle, ou c'était quoi les clés? Alors, ça a l'air un peu compliqué, évidemment. C'est-à-dire qu'ils ont soutenu le maréchal Mobutu pendant près de 32 ans. Donc, c'était le principal allié des États-Unis et des grandes puissances occidentales. Sauf que Mobutu étant vieux et malade, et suffisamment expérimenté et rusé, ils ne pouvaient plus faire leur affaire. Donc, il fallait faire venir quelqu'un de tout à fait neuf, entre guillemets, mais surtout quelqu'un qui, à leurs yeux, pouvait paraître naïf et ne connaissait pas toutes les arcanes de ce qui se passait. Donc, Laurent Désiré Kabila, à ce titre-là, paraissait un élément important, sauf qu'au bout de moins d'un an, ils se sont rendus compte que Laurent Désiré Kabila est quelqu'un qui avait une personnalité et ne voulait surtout pas laisser le Congo être dominé par le Rwanda. Et donc, la rupture avec le Rwanda est arrivée en 1997 et en 98, fin 1997, il a rompu avec les Rwandais et en 1998, le Rwanda a déclenché une guerre contre la RDC. Vous avez suffisamment documenté pour l'écriture de ces livres. Pourquoi la communauté internationale qui voudrait envahir le Congo, par exemple, passerait par le Rwanda et non le Burundi ou l'Angola ou le Congo? Alors, c'est très simple parce que c'est beaucoup moins suspect. C'était moins suspect parce qu'on a d'abord présenté ça, quand vous vous souvenez bien des différentes étapes, on a d'abord dit que c'était une révolte de Banyamulenge, après on a dit que c'était les FDLR, les génocidaires qui se trouvaient à l'est du Congo, après finalement le Rwanda est rentré dans le jeu avec l'Ouganda et puis on a renversé le maréchal Mobutu, après ce n'était plus ça, maintenant on continue de dire que les génocidaires sont toujours... Enfin, vous voyez très bien que ce sont des arguments qui ne sont pas sérieux, mais il fallait utiliser ce genre d'arguments pour qu'on ne voit pas des troupes entrer physiquement sur le territoire congolais, parce que c'est que moi j'ai appelé ça l'invasion masquée du Congo. Il fallait laisser rentrer des populations civiles, parce que les populations civiles étaient moins suspectes. Ce n'était pas une armée, ce n'était que des réfugiés. Et donc les gens allaient avoir de la compassion pour les réfugiés, mais c'était à ce moment-là précisément qu'on organisait l'occupation du Congo et la déstabilisation du pays.
1994, nous sommes à Badolité, où vous parlez de Bizimungu, qui a rencontré Mobutu Sese Seko Wazabanga Kukurendu dans votre livre. Et Mobutu aurait proposé 4 pistes de solutions pour le retour progressif des réfugiés rwandais sur le sol congolais, donc qui quittent le Congo pour le Rwanda. Alors, le président Bizimungu, qui c'est dans votre livre, n'avait pas les destins de ces réfugiés entre ses mains, est retourné au Rwanda et n'a plus donné suite. Mobutu était obligé de dépêcher Nganda, qui est arrivé là-bas. Et Nganda qui arrive, qui est surpris de la réaction de la partie rwandaise, parce que Paul Kagame et ses conseillers ne pensaient pas résoudre le problème de retour des réfugiés rwandais au Rwanda. Ça veut dire que la communauté internationale suivait de près ce qui s'est passé. Pourquoi la communauté internationale, depuis tous ces temps, n'a pas usé de son pouvoir pour pouvoir interrompre cette histoire, ramener rapidement le Rwandais chez eux et éviter qu'il ait ce que vous décrivez comme des millions de Congolais qui soient tués? Alors, ça, c'est la question la plus intéressante à laquelle il faut que les Congolais prêtent attention parce que vous vous souvenez très bien, effectivement, que si ce n'était qu'une affaire de réfugiés, une fois que le Zaïre avait considéré qu'il n'était pas en capacité d'accueillir des millions de Rwandais, on aurait tout à fait logiquement organisé leur retour avec l'aide du HCR. Le problème, c'est que le HCR n'a jamais facilité ce retour des réfugiés. Il savait, et d'ailleurs j'ai retrouvé un document dans un rapport de l'envoyé spécial de l'Union européenne, M. Adoyelo, qui disait que Kagame voulait résoudre 2 problèmes. Le premier problème, c'était la majorité Hutu. Il fallait vider le Rwanda de la majorité Hutu parce que la majorité Hutu était une majorité électorale. Alors les Hutus ne sont pas des Rwandais? Mais si, les Hutus sont des Rwandais, mais pour le pouvoir Tutsi qui venait prendre le fauteuil, il ne fallait pas qu'on se retrouve dans une situation où on est politiquement engagé dans une bataille électorale avec une majorité Hutu qui va voter pour un Hutu. Donc, soit vous êtes Tutsi et donc vous travaillez pour l'ensemble du pays et donc vous arrivez à convaincre les Tutsis et les Hutus de voter pour vous et les Tois bien entendu de voter pour vous, soit vous êtes incapable de les convaincre, alors ils vont voter pour celui qu'ils considèrent comme celui qui est le mieux à même de représenter les Hutus. Donc, Kagame voulait résoudre ce problème-là, donc il a trouvé le seul moyen, c'était de vider le Rwanda de la majorité Hutu en les traitant globalement de génocidaires. Et la deuxième chose, c'est qu'il voulait effectivement prendre pied au Congo. Et pour prendre pied au Congo, il fallait un prétexte. Et le prétexte était tout trouvé, c'était qu'il y avait des génocidaires sur le territoire congolais. Et à partir du moment où il avait ces 2 éléments, il résolvait à la fois la question électorale, mais aussi la question d'une longévité politique au pouvoir, parce qu'il n'y avait plus d'opposition, il ne pouvait plus y avoir d'opposition au Rwanda, et en même temps, il résolvait le problème du Congo en renversant le maréchal Mobutu, et donc pour mettre à la tête du Congo quelqu'un qui allait obéir en quelque sorte à leurs ordres. Vous citez un ancien secrétaire de l'ONU, si je ne m'abuse, dans ces mêmes livres. Vous parlez du témoignage positif qu'il a démontré à l'égard de Mobutu pour dire que Mobutu, la communauté internationale pensait que Mobutu allait être brutal vis-à-vis de Bizimungu qui est allé les rencontrer. Et Mobutu s'est montré plutôt affable et coopératif en proposant 4 pistes de solutions. Ça veut dire que la communauté internationale était au courant et suivait de près ce qui s'est passé. Alors je vous rappelle que récemment, au Conseil de sécurité, le ministre Christophe Lutombo, la chargée des affaires extérieures de notre pays, a également parlé de ces dossiers pour dire qu'en Suisse, ils ont signé un protocole d'accord pour le rapatriement progressif de réfugiés rwandais qui Kagame qualifie de FDLR. Jusqu'aujourd'hui, le Rwanda a abandonné les discussions. Oui, alors ça c'est quelque chose qui est très important pour les Congolais de comprendre. C'est que les arguments concernant, dans un premier temps, les génocidaires, après les FDLR, etc., sont des arguments fallacieux. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire que dès 1994 déjà, les experts américains qui travaillaient sur la région et qui étaient présents sur le territoire congolais avaient constaté que ce qu'on Kagame appelait les génocidaires Hutus n'étaient pas en capacité, sur le plan militaire, de menacer la sécurité du Rwanda. Pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés au Congo, les Congolais se sont emparés de leurs armes, ils ont récupéré une grande partie des armes que les forces armées rwandaises avaient ramenées sur le territoire congolais. La deuxième chose était que les organisations humanitaires étaient sur place et de ces organisations
lutter contre les questions d'insécurité, avait organisé d'ailleurs les camps de réfugiés avec l'aide du HCR. Et la troisième chose, c'était qu'il y avait non seulement la mission des Nations Unies qui était au Rwanda, mais il y avait d'autres troupes qui étaient présentes sur le territoire rwandais et qui empêchaient effectivement que le Congo puisse faire l'objet que le Rwanda puisse faire l'objet d'une agression. Et donc, ces arguments ont été balayés d'un revers de main par les experts onusiens, mais aussi par le représentant spécial de l'Union européenne. Donc, le fait de revenir encore avec, il faut rappeler au passage que lorsqu'ils ont renversé le maréchal Mobutu en 1997, James Kabarebe, l'actuel ministre, secrétaire d'État aux affaires étrangères, chargé de la coopération régionale, M. James Kabarebe, évidemment, ils ont eu à massacrer ce qu'ils appelaient des génocidaires sur le territoire congolais. Et c'était les Nations Unies avaient également mobilisé des rapporteurs pour pouvoir faire des enquêtes sur ces massacres-là. Donc, on ne peut pas comprendre que non seulement ils sont rentrés sur le territoire congolais, ils ont massacré des populations qu'ils considéraient comme indésirables au Congo, ils ont eu un de leurs ministres actuels qui a été chef d'état-major de l'armée congolaise sans être congolais, et aujourd'hui, il continue toujours de venir avec ce genre d'arguments sur la table. Il appartient aux Congolais de refuter ces arguments avec la plus grande vigueur et de démontrer qu'évidemment, le Rwanda continue d'utiliser des manœuvres dilatoires pour essayer de poursuivre l'occupation du Congo et perpétuer sa présence militaire sur le territoire congolais et de commettre des crimes contre l'humanité dans ce pays. Ils ont tué, ils ont violé, ils ont massacré, ils continuent à les faire jusqu'aujourd'hui pour parler des pillages de nos minéraux. Donc on ne saura pas quantifier combien de minéraux ont-ils déjà pillés sur les sols congolais. Alors ça ne suffit pas au Rwanda. Non. Et aussi à la communauté internationale qui prête attention à ce qui se passe et qui soutient le Rwanda. Ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas parce que ce sont des prédateurs. Ce sont des prédateurs et dans la logique de la prédation, il faut s'emparer durablement et presque en totalité de ceux qui intéressent le prédateur. Et dans cette logique-là, eh bien, la communauté internationale le sait, tout le monde le sait, et Kagame ne s'en cache pas d'ailleurs lui-même, de dire qu'il continuera, la présence du Rwanda sera permanente au Congo tant que la question de l'insécurité du Rwanda ne sera pas résolue. Sous-entendu, à partir du moment où c'est le Rwanda qui fabrique la notion d'insécurité de son territoire, il peut fabriquer cette question-là ad vitam aeternam pour occuper ad vitam aeternam également le Congo. Donc il appartient, je crois très sincèrement aux Congolais, de mettre un terme, je dirais, soit par la rupture de relations diplomatiques de façon immédiate, et saisir le Conseil de sécurité et la communauté, l'Union européenne, en leur disant que nous ne pouvons pas accepter, nous avons montré tous les éléments de bonne volonté en signant tous les accords qu'on nous a demandé de signer, et après la signature de tous ces accords, eh bien, le Rwanda continue sa stratégie d'occupation, de pillage et de massacre sur le territoire congolais. Donc si les autorités congolaises et l'ensemble des populations du Congo ne se révoltent pas contre cette situation, eh bien cette situation va perdurer et la communauté internationale ne dira rien, comme elle ne dit rien depuis 30 ans. Alors, avant c'était des réfugiés Banyarwanda et plus tard ça devient des Banyamulenge. Est-ce qu'il existe des Banyamulenge ou clairement il existe de Tutsis qui soient des Congolais selon vos recherches? Oui, il y a des Tutsis qui sont congolais, il y a des qui ont acquis la nationalité congolaise que le président Mobutu a contribué à donner. Donc ils ne sont pas des Congolais d'origine, mais par acquisition. Et manifestement qui ne sont pas des Congolais d'origine, mais qui ont eu la nationalité, puisqu'eux-mêmes ils le disent. Et puis la deuxième chose, il faut quand même savoir qu'il y a eu une commission de parlementaires congolais qui avait travaillé en 1994 sur cette question, qu'on appelait la commission Vangu. Et cette commission avait travaillé très sérieusement sur cette question, et ils ont interrogé les concernés, ils ont interrogé les Congolais qui étaient dans la région, etc. Et tout le monde est arrivé à la conclusion que l'histoire telle qu'ils veulent la raconter n'est pas une histoire honnête et juste par rapport à l'histoire du Congo et des populations du Congo. Donc je pense que cette tendance qui consiste à vouloir manipuler l'histoire et à vouloir donner l'impression que les Congolais sont des criminels, parce que maintenant, dès que les Congolais, le Congolais qui essaye de soulever cette question, on commence par le taxer de quelqu'un qui veut exterminer des Tutsis, etc. Pour l'instant, ce sont les Congolais qui sont exterminés.
Et la quantité de Congolais qui est exterminée est manifeste à travers le rapport mapping et d'autres rapports des Nations Unies. Donc il n'a pas été prouvé jusqu'à présent que les Congolais ont envie d'exterminer les Tutsis qui sont au Congo. Non, certainement pas. Et je dis que c'est ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des incidents qui sont survenus ici et là entre les Congolais et les Tutsis. Mais de vouloir faire passer les Congolais pour des gens qui ont un projet d'extermination comme ça s'est passé au Rwanda, non, là je pense qu'il serait vraiment très malhonnête vis-à-vis des Congolais de traiter les Congolais de cette façon-là. D'abord, pourquoi? Sur les raisons historiques. En 1959, quand la monarchie Tutsi est tombée, les Congolais ont accueilli des Tutsis. Ils les ont protégés dans leur pays jusqu'à ce que le directeur de cabinet du maréchal Mobutu puisse être également un Tutsi rwandais, un poste qui n'avait pas été dévolu à des Congolais jusqu'à là. Et apparemment, ça a été le début de quelque chose. Manifestement, d'après ce que j'ai compris, c'est que c'était déjà le début de l'infiltration. Et Mobutu ne savait pas. Soit Mobutu méprisait cela, d'ailleurs ce que Mwanda m'avait dit à l'époque, c'est que Mobutu ne croyait pas que son directeur de cabinet nourrissait des ambitions de déstabilisation du pays. Bon, et tout le monde regardait ça un peu comme si c'était quelque chose d'extrêmement banal. Mais moi j'ai été stupéfait quand j'ai vu dans les archives américaines le plan d'un Tutsi-land au Congo. J'ai eu des confidences du ministre français. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Mais Tutsi-land, c'est la volonté d'une partie des Tutsis qui sont au pouvoir aujourd'hui au Rwanda et en Ouganda de créer un vaste espace territorial dans lequel ils sont les maîtres, les seuls maîtres d'ailleurs. Et le ministre de la coopération, le ministre français de la coopération, le professeur Bernard Debré, m'avait expliqué cela dans son bureau à l'hôpital Cochin à Paris. Moi j'étais stupéfait, je ne pensais pas que c'est quelque chose qui était... Il est savent, mais pourquoi il n'intercepte pas le plan qui est déjà en exécution? Parce que votre livre même a été préfacé par un ancien ministre français. Donc ils savent, vous avez énuméré des documents que vous avez pu consulter à l'Élysée, mais aussi à la Maison-Blanche. Ils savent tout ça, mais pourquoi ils ne s'interposent pas alors qu'ils prétendent être des partenaires privilégiés de la RDC? Mais c'est aux dirigeants congolais de leur rappeler ça. C'est aux dirigeants congolais de rappeler à leurs partenaires qu'ils ne sont pas, ils ont une attitude ambiguë ou une attitude discourtoise vis-à-vis du Congo. Et que d'ailleurs tous ils reconnaissent. Moi j'ai entendu que ce soit le président français ou d'autres hauts responsables reconnaître que le Congo est victime d'une violation de sa souveraineté. Et donc quand on est victime d'une violation de souveraineté, ça signifie qu'on est victime de la violation du droit international. Donc il est tout à fait fondé pour les Congolais de demander à leurs partenaires de sanctionner le Rwanda. Mais je pense que les Congolais, eux, les premiers, doivent commencer par sanctionner le Rwanda. À partir du moment où ils vont sanctionner le Rwanda, ils vont demander effectivement à leurs partenaires de faire la même chose. Mais si les Congolais ne sanctionnent pas le Rwanda, eh bien leurs partenaires vont considérer que ce que le Rwanda est en train de faire au Congo n'est pas très grave. Donc on est dans une situation de rapport de force. Dans le jeu des relations internationales, c'est essentiellement un jeu de rapport de force. Et si vous ne mettez pas sur la table votre capacité à produire le rapport de force, on va vous considérer comme très faible, et donc qu'on peut faire de vous ce qu'on veut. Et ça, je pense que les Congolais ont une tradition de résistance. Ils ne peuvent pas se permettre aujourd'hui de continuer à avoir cette attitude attentiste. Ils ont déjà beaucoup attendu. Et ils ont vu au terme de leurs attentes que la solution ne vient pas. Que ceux qui leur demandent d'attendre de négocier avec leur bureau, je rappelle qu'en 1994, on a refusé que les Tutsis du Rwanda négocient avec les Hutus. Comment peut-on demander aux Congolais aujourd'hui, qui sont victimes de viols, de massacres et de pillages, de négocier avec leur bourreau du Rwanda ou de l'Ouganda? Et la communauté internationale en tient parce qu'elle multiplie les stratégies. La voix du Luanda en Angola, des Nairobi au Kenya, et tout ça dans la quête d'une solution diplomatique qui pourrait normalement pas être une issue favorable pour nous. Parce que... Mais bien entendu, mais je tiens d'abord à rappeler tout simplement aux Congolais qu'ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Écoutez, en 1993, lorsqu'on a demandé aux Tutsis du Rwanda de signer des accords de paix avec les Hutus qui étaient au pouvoir, ils ont signé ces accords de paix sans jamais arrêter la guerre. Quand vous regardez ce que font les troupes de
Kagame, qui tantôt sont le CNDP, tantôt sont le RCD, tantôt sont le M23, mais vous constaterez que les négociations avec le RCD n'ont jamais arrêté la guerre, les négociations avec le CNDP de Laurent Nkunda, avec même une intégration dans les forces armées congolaises, ça n'a jamais apporté la paix. Et puis, on a demandé de négocier encore avec le M23. Donc, on peut faire ce genre de choses pendant 40 ans, ça ne changera rien du tout. Les autres feront semblant de négocier, mais tout en avançant leur pion et en essayant de s'en au pays. Alors, dans votre livre, vous citez Azarias Rouberois, Laurent Nkunda, Ban Touaré, et bien d'autres personnalités que je dirais rwandaises. Mais Rouberois est devenu quand même vice-président de la RDC. Quel rôle principal ont-ils joué? Je parle de James Kabaré, de Nkunda Ban Touaré. Je parle de Rouberois. Quel rôle ont-ils joué dans la déstabilisation de la RDC? Ils ont joué un rôle fondamental pour une raison très simple, c'est que lorsque en 2005-2006, on décide effectivement, l'Union européenne appuie le programme DDR de démobilisation, désarmement et insertion, eh bien, la première chose qui est faite, c'est que Joseph Kabila, il va nommer M. Laurent Nkunda, général des FARDC. Il ne savait pas qu'il était rwandais? Mais ça, c'est une question qu'il faut poser à M. Joseph Kabila. Et les Congolais seraient fondés à lui demander de répondre à cette question. Parce que pour être nommé officier supérieur d'une armée, il faut quand même qu'on sache si il y a également personne... Bosco Ntaganda. Bon, alors, moi j'ai été surpris quand j'ai accédé aux archives de la MONUC de découvrir que ce sont les experts des Nations Unies qui disent que M. Laurent Nkunda n'est pas congolais, il est rwandais, alors que tous les Congolais ont entendu M. Laurent Nkunda dire qu'il était congolais, qu'il était né au Congo, qu'il a grandi au Congo, etc. Donc aujourd'hui, les parlementaires congolais, les sénateurs congolais ne posent pas de questions. Et c'est quand même pas Laurent Nkunda qui va poser des questions à lui-même pour savoir s'il est congolais ou pas. Donc il faut que les sénateurs et les parlementaires congolais fassent leur travail. C'est ça quand même leur travail. Parce que ce monsieur a été payé, ces personnes ont bénéficié non seulement des institutions congolaises, mais ils ont été payés. Dans le cas de M. Azarias Rouberois, j'ai découvert... Est-ce va s'être opposé à sa nomination? Mais alors, M. Azarias Rouberois, j'ai découvert que M. Azarias Rouberois était né à 3 endroits différents. Comment c'est possible ça? Bon, et ça, c'est mais ce sont ces documents. Moi, je n'ai fait que rendre public des documents qui appartiennent à M. Azarias Rouberois. Ce ne sont pas des documents que M. Nana a fait, ce sont des documents de M. Azarias Rouberois. Et je constate également, une fois de plus, que les parlementaires congolais, monsieur était parlementaire, il n'y a pas de débat au Parlement. Concernant M. Azarias Rouberois, il n'y a pas de question du gouvernement qui demande comment ce monsieur qui a été vice-président de la République chargé de la sécurité, pourquoi n'a-t-il pas assuré la sécurité à l'Est dans les années 2004, 2005, 2006 où Laurent Nkunda commettait tous les crimes que les Congolais connaissent, les viols qu'on connaît, mais pourquoi il n'a pas réagi? Ce sont les Congolais qui doivent poser ce genre de questions, d'ouvrir ce genre de débat, mais un débat, il n'est pas... Alors, ce que je constate, il est possible, d'après ce que j'ai compris, c'était que les ordres, beaucoup de gens venant des nominations d'un certain nombre de gens venant du Rwanda, mais si le Rwanda n'a pas donné son accord qu'il y ait ce genre de débat, il ne peut pas y avoir de débat. Mais je me dis, mais qu'est-ce que le Rwanda a à faire dans les affaires intérieures du Congo? Est-ce que les Congolais se permettraient d'envoyer des personnalités comme congolaises dans l'armée congolaise, commettre des crimes là-bas et ne rien faire? Non, je ne crois pas. Donc je pense que le Congo doit cesser de se mettre dans cette position faiblard qu'on est en train de lui coller, de considérer que les dirigeants politiques congolais sont très faibles, sont incapables, ne réagissent pas. Donc je pense qu'il faut qu'ils se débarrassent de ça en ouvrant ce débat-là. Ce sont des débats sains, parce que ce sont des débats qui permettent d'abord de protéger les populations du Congo, ce qui est le devoir des citoyens, des représentants congolais, d'assurer la sécurité du territoire congolais, ce qui est encore une fois de plus la responsabilité et du président de la République et du gouvernement congolais, mais aussi des parlementaires et des sénateurs de ce pays qui doivent assurer la sécurité, demander que leur territoire soit protégé. Donc si on ne fait pas ce travail-là, eh bien le Rwanda va continuer à considérer que les Congolais sont faibles et donc ils peuvent se permettre de rentrer comme ils veulent, prendre des villages, Bunagana et d'autres, tuer les femmes, massacrer les enfants, etc. Ils n'auront pas de compte à rendre.
Comment expliquez-vous que Joseph Kabila ait accepté de nommer Robert Roy vice-président, sachant qu'il a des nationalités douteuses, disons qu'il est rwandais, comme on devait le savoir en sa qualité du président de la République, même pas au moment où il est arrivé au pouvoir, même plus tard, il aurait su et peut-être le remplacer avec quelqu'un d'autre, il ne l'a pas fait. Mais surtout, qu'est-ce qui explique les rapprochements entre Joseph Kabila et tous ceux qui ont combattu le Rwanda désiré? Je parle de ceux qui ont animé le RCD. Alors ça, c'est une question qu'il faut poser à Joseph Kabila. Moi, je constate tout simplement que la plupart des Congolais qui ont milité, qui ont combattu avec son père, avec Laurent Désiré Kabila, ont été écartés. Beaucoup ont été assassinés, empoisonnés, etc. Et puis, il y a eu une sorte de vide autour de l'héritage de Laurent Désiré Kabila. Je parle d'héritage politique. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé, le combat qu'avait initié Laurent Désiré Kabila contre le Rwanda et contre l'Ouganda, on n'a pas vu ce combat se poursuivre. Avec celui qui a été présenté comme son fils. Comme son fils. Bon, et on a vu également que pendant les 18 ans que Joseph Kabila a passé au pouvoir, eh bien, les Rwandais, en tout cas, ont eu quasiment carte blanche de faire au Congo ce qu'ils voulaient. Et ce qui explique aussi en partie aujourd'hui le procès qui est fait contre M. Mwangachuchu, bon, qui s'est retrouvé à la tête, je dirais, d'un vaste territoire minier. Qu'est-ce que M. Mwangachuchu a plus que d'autres Congolais pour pouvoir avoir à lui tout seul un vaste territoire et que les enquêtes ont montré effectivement que eh bien, les troupes rwandaises venaient sécuriser quasiment ces territoires. Donc on est là dans un jeu qui est extrêmement malsain dans les rapports entre le Rwanda et le Congo. Et donc il faut que les autorités congolaises clarifient ce débat-là, ouvrent ce débat-là et le courage politique et physique de ne pas laisser les Congolais dans la situation dans laquelle le Congo se trouve aujourd'hui. Mais est-ce que ces débats qui n'est pas clair, qui doivent être clarifiés par les autorités congolaises, ne remet pas en cause les origines de Joseph Kabila, par exemple? Alors, je ne sais pas, mais je pense que à partir du moment où on commence à poser des questions sur la façon dont les militaires, Joseph Kabila a nommé certains militaires dans les forces armées congolaises, et qu'on interroge également la façon dont les accords de Sun City ont été verrouillés et comment, parce que je tiens à vous dire, à vous apporter une précision, c'est qu'un rapport de l'Union européenne dit clairement que, eh bien, on avait, c'est le représentant spécial, c'est M. Ado Ayelo, qui dit que les miliciens ou les chefs de milice, les chefs de guerre qui ont signé les accords et qu'on a insérés dans l'armée congolaise, on avait fait cela dans l'espoir que ces gens allaient effectivement protéger le Congo, qu'ils allaient cesser, quitter les milices pour assurer leur position au sein des forces armées congolaises, mais que finalement ces gens n'ont jamais respecté leurs engagements et qu'ils ont continué à alimenter des milices. Donc ce sont ce sont des situations. S'il vous plaît, monsieur. Quoi? Il y a un travail qui est en train de faire. Si vous pouvez parler. Nous aussi, on travaille. Nous aussi, on va travailler là. On travaille ça. Mais c'est pour votre pays, donc c'est pour ça que vous pouvez parler. Là, oui, tu vas dire aux passants de ne pas parler. Bon, alors, on va continuer tranquillement, comme si de rien n'était. Justement. Donc, le but, c'était qu'on arrive à une conclusion que la façon dont les choses sont en train de se passer là-bas n'est pas agréable pour la République démocratique du Congo. Et si donc les Congolais ne posent pas de questions à Joseph Kabila, s'ils n'interpellent pas M. Joseph Kabila sur un certain nombre d'actes qu'il a commis pendant sa mandature, eh bien, on va continuer à couvrir les choses comme ça jusqu'à ce que le Congo soit complètement occupé et envahi. Et les gens ne comprendront pas pourquoi tout cela est arrivé. Il est important que M. Joseph Kabila puisse répondre d'un certain nombre de situations qui sont soit ambiguës, soit incompréhensibles pour que le peuple congolais puisse avoir des précisions sur la façon dont les choses ont été accomplies pendant qu'il était chef de l'État. Alors, avant de poursuivre sur la responsabilité qui incombe aux autorités congolaises, justement, en l'occurrence du président de la République qui prête serment de pouvoir servir la nation et protéger son peuple jusqu'au sacrifice suprême, on va en parler juste après. Cette question, quelle est la description que vous faites de Paul Kagame? Alors,
Paul Kagame, il est de notoriété publique que Paul Kagame est un criminel de guerre parce qu'il est arrivé au pouvoir en 1994 au Rwanda par la guerre et la violence et bien entendu un génocide. C'est dans ces conditions qu'il a pris le pouvoir. Et il a été également démontré qu'en 1997, quand ses troupes ont accompagné Laurent Désiré Kabila pour renverser le maréchal Mobutu, il y a encore eu des crimes massifs commis sur le territoire congolais par ces troupes. Et on constate également que des années après, on voit encore que le Congo est en train de saigner par des troupes soutenues par Paul Kagame. Donc il est évident que on a affaire non pas simplement à un dirigeant politique classique, mais on a affaire à quelqu'un qui a pour acte régulier le crime contre l'humanité. Et donc par rapport à cette situation-là, il est évident que les Congolais doivent faire quelque chose pour que cette personne ne continue pas de nuire au Congo comme il le fait maintenant depuis presque Ce qu'il faut faire, c'est attaquer militairement le Rwanda, sachant qu'il y a suffisamment de militaires rwandais au sein de l'armée congolaise, où il faut s'appuyer sur la diplomatie qui jusqu'à-là, je ne sais pas si je dois dire que ça prouve ses limites, notamment. Non, vous savez, les Congolais doivent ouvrir un débat. Vous savez, tout commence toujours par le débat. Si on n'ouvre pas le débat sur ce que cherche Poutine, parce que les rapports des Nations Unies sont très explicites, donc il n'y a pas de... Le Rwanda lui-même, discute à peine de tous les rapports des Nations Unies. Ils sont établis, vérifiés, documentés, etc. Prouvés. Donc, mais le Congo ne rompt pas ses relations avec le Rwanda. Quand vous avez quelqu'un qui vient rentre chez vous par effraction, que vous ne l'avez pas invité, et qui commet des atrocités dans votre maison, la première des choses que vous avez à faire, c'est de le mettre dehors. Donc pour l'instant, les Congolais ne se sont pas mobilisés suffisamment pour chasser le Rwanda du territoire congolais et surtout pour imposer, si vous voulez, des sanctions au Rwanda. Donc c'est à eux de faire ce travail-là. Et s'ils ne font pas ce travail-là, les autres vont continuer de considérer que les Congolais sont faibles et donc ils vont chercher à continuer à aller de l'autre. Et donc c'est effectivement ce qu'ils doivent commencer par faire. Ils doivent. Quand je dis ils doivent, c'est ce que les Congolais attendent d'eux de faire. Et donc, les Congolais veulent voir le Congo réagir vigoureusement face aux agressions, aux violations massives de la souveraineté du Congo et puis aux viols massifs des femmes congolaises. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de faire qui consiste à exterminer les enfants et à violer systématiquement leur mère? Mais ça, c'est quelque chose qui n'a pas été vu dans les guerres en Afrique depuis les indépendances. Et donc, c'est une action d'une violence inouïe que les troupes de Kagame imposent au Congo. Et par rapport à ça, les Congolais doivent réagir. Il faut que les Congolais vraiment se révoltent face à cette situation. Pouvez-vous nous dire clairement ce qui se passe? La communauté internationale qui maintient son silence vis-à-vis de ce qui se passe entre le Congo et le Rwanda. Est-ce qu'il faut dire que la communauté internationale gagne quelque chose de spécial qu'elle ne pourrait pas gagner en étant dans une relation officielle avec la RDC? Elle préfère la gagner par les groupes armés ou par Paul Kagame? Mais écoutez, quand il y a une guerre et il y a un pillage, vous savez, les matières premières sont récupérées à bas prix. Et donc, c'est ceux qui gagnent le plus et ceux qui pillent. Donc, l'armée rwandaise, qui maintenant, on a vu par exemple que le Rwanda a créé des entreprises d'extraction de coltan, de diamants, etc. sur son territoire, alors qu'ils n'ont pas de coltan, ils n'ont pas de diamants. Donc, il est évident que, comme je dis, c'est devenu un sous-traitant de la communauté internationale. Donc, il est important que les Congolais comprennent que la communauté internationale ne les défendra jamais, ne les a pas défendus jusqu'à présent, donc ils n'ont pas l'intention de les défendre. Donc c'est aux Congolais de se mobiliser pour remettre les choses à leur place et pour qu'effectivement le Congo retrouve sa dignité et sa fierté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Congolais ne font pas que face au Rwanda avec les régimes sanguinaires de Paul Kagame, mais aussi à la communauté internationale qui pourrait intervenir à tout moment au profit du Rwanda, sachant que récemment, l'Union européenne a déboursé une somme très importante pour l'armée terroriste rwandaise, mais quand même l'Union européenne est au courant de tout ce qui se passe. Si le Congo se met dans le profil de combattre le Rwanda, n'est-ce pas, le Congo ouvre un champ de bataille pour tout le monde qui pourrait intervenir en soutien au Rwanda? Non, je ne crois pas. Ça, c'est ce que
on peut laisser entendre. Ok. Je pense que les Congolais sont dans leurs droits. Les Congolais ne sont pas sur le territoire rwandais. Les Congolais ne sont pas sur le territoire tanzanien. Ils ne sont pas sur le territoire soudanais. Les Congolais sont chez eux. Et donc, si tout le monde reconnaît que le territoire dans lequel se trouvent les massacres est le territoire congolais, eh bien, il n'y a personne qui va venir attaquer le Congo chez lui. Le Rwanda l'a déjà fait. Mais le problème, c'est que dès lors où les Congolais se considèrent comme si ce qui se passait sur leur territoire était normal, tout le monde fait comme si c'était normal. Donc, vous voyez, c'est un jeu un peu cynique, mais c'est aux Congolais de démontrer aux uns et aux autres que ce qui se passe au Congo est anormal. Et à partir du moment où le Congo va avoir des positions claires sur son attitude par rapport aux troupes de Kagame et de toutes ces milices qui sont sur le territoire congolais, que dès lors le Congo va avoir des positions claires par rapport à ça, des positions claires par rapport au pillage, des positions claires par rapport à la rupture de Qu'est-ce que vous appelez les positions claires? Mais c'est à eux de trouver, c'est pas à moi de leur dire quelles sont les positions qu'ils devraient adopter. Mais si les gens continuent de considérer que les positions du Congo ne sont pas claires, ils ne font rien. Donc c'est aux Congolais de faire comprendre aux gens que mais là, ça suffit maintenant. Il faut qu'ils tapent du poing sur la table en disant maintenant, ça suffit. En expulsant par exemple tous les Rwandais ou... Ils feront ce qu'ils voudront. Le plus important pour eux, c'est qu'ils fassent comprendre au monde entier que ça suffit. Et il y a plusieurs façons de faire comprendre aux gens que ça suffit. Récemment, il y a eu un rapport des experts de l'ONU qui a mis en cause le soutien des Banyamulenge, je préfère appeler Banyarwanda, au mouvement terroriste, par exemple le M23 et aux autres groupes locaux, toujours à l'est du Congo. Pendant ces temps, on entend également dire que ces mêmes Banyarwanda qui sont au nom de la RDC, implantés aux États-Unis, font du lobbying pour obtenir également le même soutien à ces groupes armés. Est-ce que les démarches de la RDC consisteraient aussi à des manifestations publiques dans le monde occidental, à un lobby aussi, ou à des lobbies aussi plus approfondis? Qu'est-ce qui s'est dit actuellement? Vous savez, si ce que disent les hommes politiques congolais à Kinshasa n'est pas clair, vous allez avoir cette situation pendant très longtemps. Il faut qu'à Kinshasa, moi c'est ce que j'entends les diplomates, un certain nombre de diplomates avec qui je discute, ils disent que la position de Kinshasa n'est pas claire. Donc, est-ce que Kinshasa a mis en place un dispositif qui permet de stopper tout lien avec le Rwanda, puisque le Rwanda a une position inamicale ou non respectueuse? Est-ce que le Rwanda, le Congo a sollicité les Nations Unies pour demander des sanctions massives, que ce soit au niveau de l'Union européenne, et a tenu ce discours sur ses antennes et de façon récurrente? Pour l'instant, les gens ont l'impression qu'on ne sait pas ce que les Congolais pensent. Et donc, comme on a l'impression qu'on ne sait pas ce que les Congolais pensent, alors on peut considérer que ce que le Rwanda a fait n'est pas grave. Vous voyez, c'est cynique, je le répète, mais c'est les Congolais qui doivent... Bon, vous savez, quand quelqu'un rentre chez vous, rentre dans votre maison, se met à détruire vos meubles, occupe votre salon ou votre cuisine, vous allez lui faire comprendre qu'il n'est pas chez lui. Et je crois qu'il ne faut pas beaucoup de choses pour qu'il comprenne qu'il n'est pas chez lui, qu'il n'est pas invité dans cette maison-là. Et donc, pour l'instant, les Congolais n'ont pas affiché une position qui permet de comprendre que les Rwandais et Kagame n'a pas le droit de rentrer au Congo et qu'il n'est pas le bienvenu avec son M23, son CNDP, son RCD au Congo. Tant que cette position-là ne sera pas claire, précise, eh bien, tous les autres pays africains, comme vous le constatez, ne défendent pas le Congo. Et donc ça, c'est les Congolais qui ont la clé de la solution. On parle du Rwanda, mais en tout cas ça c'est moi. J'ai toujours cru qu'il ne faut pas dissocier le Rwanda de l'Ouganda. Récemment, l'Ouganda aurait annexé, j'ai dit aurait parce que je n'ai pas été sur place moi-même pour voir ce qui s'est passé. Mais le média et la société civile locale informent que l'Ouganda aurait annexé à peu près 3 km du sol congolais à l'Ouganda. Et avant-hier ou hier dans la soirée, l'Ouganda a réagi que c'était de fausses rumeurs propagées dans les réseaux pour essayer de détruire les relations diplomatiques et des bonnes relations qui existent entre le Congo et l'Ouganda. En tout cas, j'aimerais aussi que vous précisiez l'importance que vous accordez à ce qu'on appelle chez nous opération conjointe entre les UPDF et les FARDC au même moment parlant de l'Ouganda. Non, moi j'ai toujours considéré que les opérations conjointes des prédateurs avec les forces armées congolaises n'est pas une bonne chose. La preuve, c'est que tous les Congolais ont constaté que le fait de faire venir des troupes qui sont plus ou moins mêlées à ces histoires-là n'a pas apporté la paix. Donc on est encore une fois de plus dans une situation où on ment aux Congolais
où la communauté internationale et tous ceux qui acceptent ce genre de choses acceptent effectivement de faire gagner du temps à ceux qui veulent dépecer le Congo. Ils occupent le terrain, ils font semblant de combattre des gens qu'ils ne combattent pas, et puis finalement, ils prennent des villages, ils s'installent et installent des populations. Donc cette histoire peut durer, je peux vous dire, très longtemps, jusqu'à ce que les Congolais mettent un point final à ça. Ce sont les Congolais qui ont la clé de la solution à ce problème. Et l'Ouganda, pourquoi va-t-il annexer des terres congolaises? Mais l'Ouganda, comme le Rwanda, n'ont jamais cessé, comme je vous l'ai dit, d'avoir des ambitions sur le Congo. C'est un pays très riche. Le Rwanda comme l'Ouganda sont des pays pauvres, très pauvres même d'ailleurs. Donc si les Congolais ne comprennent pas que ces gens non seulement convoitent leur pays pour leur richesse, mais qui veulent s'emparer du pouvoir à Kinshasa, ils vont signer toutes sortes d'accords, faire des opérations conjointes de toutes sortes. Le résultat sera le même, ce sera toujours le pillage, le viol, les massacres, etc. etc. et l'occupation des territoires de la RDC. Justement, pour aller vers la fin, parlant des accords signés entre la RDC, je parle de Luanda et de Nairobi au Kenya, dans les cadres de l'EAC, Force de l'Afrique de l'Est, à l'est de notre pays. Tous ces mondes-là est venu. Ils se sont installés paisiblement. Et aujourd'hui, les FARDC sont liés à ce qu'ils appellent cesser le feu, je ne sais pas moi de quoi. Mais il y a quand même des patriotes qui veulent volontiers défendre la République, qu'on appelle chez nous les Wazalendo ou les autodéfenses, qui les font, mais ils sont à court de moyens logistiques, ils n'ont pas des munitions, ils n'ont pas des armes, ils sont par ailleurs considérés par la communauté internationale comme étant des groupes armés, une façon de démotiver leur volonté de pouvoir défendre la République. Comment pouvez-vous lancer un message directement aux autorités? Je ne sais pas si vous avez documenté sur les Wazalendo, vous savez ce que c'est, on les appelle aussi Maïma et tout ça. Alors comment vous pouvez transmettre un message important aux autorités, comme les autorités sont liées à décider le feu, est-ce qu'il ne faut-il pas laisser la voie à des volontés de pouvoir défendre la République, par exemple? Mais ça a toujours été ma préoccupation depuis de très nombreuses années aujourd'hui. Je dis, où est la voix des patriotes congolais? Pourquoi on ne laisse pas, on n'encourage pas les patriotes congolais à défendre leur pays, à leur donner les moyens, à les encourager, ne serait-ce qu'à les encourager, ne serait-ce qu'à leur donner la possibilité de parler aussi dans les médias, parce que les médias congolais ne peuvent pas être aux mains, soit des gens dont on nous dit qu'ils seraient infiltrés ou qu'ils travaillent pour l'occupation étrangère rwandaise ou ougandaise, mais on a l'impression au Congo qu'il n'y a pas de patriotes dans ce pays. Alors que moi, je sais que dans les FARDC, il y a des patriotes congolais, mais ils ne peuvent pas travailler parce que le débat sur les infiltrations au sein de l'armée congolaise n'est pas ouvert, parce qu'on ne parle pas de ça, on ne veut pas parler de ça. Les Wazalendo aujourd'hui, qui sont les Maïma hier, on a essayé de les considérer comme des forces négatives, mais comment on peut considérer des Congolais qui veulent se battre pour leur pays comme des forces négatives, et ceux qui violent et qui pillent le pays ne sont pas des forces négatives? Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas, et c'est pour cela que je dis que ce sont les parlementaires congolais, les représentants du peuple congolais. C'est ça, la représentation nationale. Le Sénat et le Parlement, c'est des lieux de débat où on doit ouvrir ce genre de débat. Parce qu'il s'agit de débats pour la sérénité du pays, pour la défense des intérêts de la nation, et puis surtout pour la protection des populations de la RDC. Donc si la représentation nationale n'ouvre pas de débat, il y a eu quelques députés qui ont essayé de parler, mais ces députés, on les isole. Je dis, ce n'est pas confortable. Sauf si on nous fait comprendre que ce sont les Rwandais qui décident de ce que doivent dire ou pas dire les parlementaires congolais ou les sénateurs congolais. C'est le Rwanda qui doit décider de ce, ou l'Ouganda qui doit décider de ce qu'ils doivent dire ou ne pas dire. Alors là, je peux comprendre qu'il y ait le silence. Mais s'il y a encore des patriotes à l'hémicycle de la RDC au Sénat et au sein du gouvernement, il faut que ces gens aient le courage d'ouvrir ces débats pour que les patriotes congolais puissent défendre leur pays parce qu'ils ont envie de le faire. Mais il ne faut pas qu'ils soient entravés par d'autres Congolais qui travaillent pour d'autres intérêts que ceux du Congo. Sans faire de vous un juge, certainement parce que vous ne paraîtrez pas congolais aux yeux de certains Congolais, mais pour moi vous l'êtes dans votre âme et dans votre manière de défendre la RDC dans ces livres.
Le Congo est pratiquement lié à des accords. Le Congo prend soin de respecter à la lettre et même à son esprit tous les accords qui sont signés. Il y a Kabila qui amnistie les terroristes en 2013, en 2009. Il y a, à chaque fois qu'il y a des nouveaux accords qui sont signés ou des nouveaux accords qui sont signés, il y a la création de nouveaux groupes armés au profit du Rwanda et de la communauté internationale. Alors le président Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il a promis qu'il fera de cette question sécuritaire un des piliers de son bilan. S'il doit prétendre avoir gagné ou réussi pendant 5 ans, ce serait parce qu'il aurait ramené la paix à l'est du Congo, chose qui n'est jusque-là pas encore fait. Maintenant, vous, en tant qu'analyste africain, international, politique, tout ça, vous pensez que le peuple congolais peut encore redonner la confiance au président Tshisekedi, sachant que tout n'a pas été conforme à ce qu'il a promis avant de prendre le pouvoir? Non, même quand il a commencé son pouvoir. Ce serait maladroit pour moi de m'exprimer sur cette question parce qu'on est rentré dans une période électorale où mes propos pourraient être interprétés dans un sens ou dans un autre. Je veux me tenir très très loin du débat politique congolais, du débat politique interne entre Congolais, mais moi ce que je défends et que j'ai toujours défendu, c'est la souveraineté du Congo et les victimes du Congo. Donc le président congolais ou la représentation ou les députés ou les sénateurs congolais qui vont défendre la souveraineté du Congo ou défendre, si vous voulez, protéger les civils de ce pays ou ouvrir un débat sur les menaces qui pèsent sur le Congo, eh bien, ils me trouveront à leur côté pour leur apporter modestement mon appui. Mais je ne peux pas participer de ce débat congolais qui est interminable et surtout qui n'aborde pas les vrais problèmes. Quand je parle de la souveraineté, quand vous voyez, le livre que j'ai fait, je l'ai fait pour les Congolais, je ne l'ai pas fait pour moi. Et je me moque d'ailleurs que les gens ne veulent pas s'en saisir. Moi, ça ne me dérange pas. Vous ne l'avez pas vendu officiellement, il y a un souci, il y a un blocage de la part écoutez, manifestement au Congo, il y a des gens qui défendent les intérêts des Rwandais ou des Ougandais et qui sont des Congolais et qui n'ont pas envie, ou qui ne sont pas des Congolais d'ailleurs, je ne sais pas très bien qui fait quoi, mais ce que je constate, c'est qu'un livre qui est, je dis, reconnu par les Occidentaux, par d'autres Africains, etc., comme un travail fort pour le Congo, où on a quand même mis des affiches, on a placardé des affiches sur ce livre dans les rues de Paris, dans les rues de Bruxelles, ce qui n'avait jamais été vu par aucun gouvernement congolais avant ça, mais je ne comprends toujours pas que les gens soient réticents à faire à ce que les Congolais puissent accéder massivement à ce livre et donc à se battre pour la souveraineté du Congo et pour les victimes congolaises. Donc, il y a une série de choses qui sont totalement incompréhensibles et qui sont, je dirais, anachroniques pour les gens qui observent ce qui se passe au Congo, qui se disent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans ce pays. Et donc, c'est pour cela que je crois qu'aujourd'hui, la seule chose que je souhaite, c'est que quel que soit le candidat qui se présente aux élections, il faut que les gens se battent pour la souveraineté de ce pays, parce que sinon les Congolais vont perdre leur pays. En quelle langue faut-il le dire? Que les Congolais risquent de perdre leur pays parce que ceux qui veulent dépecer le Congo travaillent depuis 30 ans méthodiquement, minutieusement, et ils vont atteindre leurs objectifs si les Congolais ne font pas attention. Dans la loi congolaise, c'est écrit que les élections doivent être organisées dans un climat de paix. Quand 90%, 95% disons, du territoire est calme, c'est en ce moment-là que les élections peuvent avoir lieu et la communauté internationale le sait très bien. Alors on ne comprend pas la pression que celle-ci exerce sur l'autorité congolaise à ce qu'il y ait des élections qui soient tenues à tout prix, sachant que dans la partie Est, la plupart de nos compatriotes ne se sont pas fait enrôler et donc ils sont d'une manière ou d'une autre exclus par leurs propres autorités. Est-ce que les autorités congolaises doivent prendre l'option d'accepter qu'il y ait des élections sans les compatriotes de l'Est ou essayer de maximiser tous les moyens pour ramener ces compatriotes au sein du processus électoral? Je constate d'abord que une grande partie des Congolais veulent aller aux élections. Vous avez des candidats qui sont annoncés un peu partout, que ce soit ceux de l'opposition ou le président Tshisekedi lui-même. Ils ont tous manifestement envie d'aller aux élections. S'ils veulent aller aux élections parce que c'est conforme à la Constitution et que ça c'est leur préoccupation. Mais ce que moi je pense, pour répondre plus précisément à votre question, c'est que les pressions depuis 2006, déjà l'Union européenne faisait des pressions sur le Congo pour qu'il y ait des élections en 2006. Ils ont fait des élections, il y a eu des pressions en 2011. Des pressions qu'ils ne font pas au Rwanda, qu'ils ne font pas au Congo-Brazzaville. Bien sûr, mais qu'ils font en République démocratique du Congo. En fait, les gens, je pense que
les gens sont de plus en plus, au fil des années, les gens ont commencé à intérioriser le fait que la classe politique congolaise est faible dans son ensemble. Ils se disent, ce ne sont pas des gens combatifs sur leur pays, pour la défense de leur pays. Je ne dis pas je dis pas qu'ils le sont, mais je dis que c'est l'impression que les dirigeants politiques congolais donnent, non seulement en Afrique, mais également en Occident. Et donc, s'ils ne font pas plus d'efforts que ça, eh bien, les autres vont continuer de considérer qu'ils sont faibles et qu'ils peuvent les dominer. Alors, un petit message à la communauté congolaise de la diaspora, en tout cas confondue aux États-Unis, parce que récemment, moi personnellement, j'ai été victime de certaines conférences de la part des Rwandais qui veulent m'attaquer parce que j'ai pris une position pour mes compatriotes de l'Est. Alors, quel message vous pouvez transmettre à tous les Congolais qui ne sont pas au Congo, qui sont en étranger? Quelle attitude doivent-ils adopter pour faire écho de ce qui s'est passé? Vous avez écrit un livre qui n'est pas lu par tous les Congolais, peut-être pas au Congo, peut-être pas non plus à l'international. Il y a beaucoup de dirigeants qui n'ont pas lu d'ailleurs. Voilà, donc c'est triste. Parmi dont certains sont des magistrats aussi. Voilà, donc quel est le message que vous pouvez faire passer à ces Congolais-là? Ils doivent être comment concrètement? Ils doivent être comment pour faire entendre également la voix des Congolais dans le monde? Ce serait prétentieux de ma part de dire aux Congolais ce qu'ils doivent faire. Ils savent tous ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Congolais aujourd'hui, que ce soit à Kinshasa ou en dehors de Kinshasa ou en dehors de la RDC, parce que le Congo, ce n'est pas Kinshasa uniquement. Mais il n'y a pas un Congolais, vous savez, ce que vous disiez à propos de Maïma et de Wazelendou, et ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils savent que leur pays est occupé et qu'il faut qu'ils se battent pour protéger leur pays. Donc tous les Congolais, les parlementaires qui ne parlent pas, les sénateurs qui ne parlent pas, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais est-ce qu'ils ont suffisamment de courage pour le faire? Est-ce qu'ils sont suffisamment libres pour le faire? Ça, c'est la vraie question. Mais je pense que pour la diaspora congolaise et les jeunes, ils doivent se mobiliser pour défendre leur pays parce qu'ils n'ont en réalité qu'un seul pays. Ils n'ont pas deux pays. S'ils perdent le Congo, ils perdront tout. C'est l'histoire de leurs parents, de leurs grands-parents, et qui, pour beaucoup, se sont sacrifiés pour le Congo. Donc, on ne peut pas avoir eu des grands-parents qui sont morts pour la liberté, pour la dignité du Congo, et on a aujourd'hui des gens qui ne veulent pas se battre pour ça. Donc, je pense qu'ils doivent prendre conscience que leur pays a une histoire noble. Vous savez, quand vous allez dans n'importe quel pays africain, vous dites que vous êtes Congolais, on demande de Lumumba, le pays de Lumumba. Donc ça signifie que le nom de Lumumba a transcendé le Congo. Donc comment peut-on être enfant du pays de Lumumba et ne pas être en capacité de résister, de se battre pour le Congo? Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et il faut que les Congolais arrivent à démentir les préjugés qui pèsent sur eux et qui leur collent à la peau aujourd'hui sur le fait qu'ils sont incapables de défendre leur pays. C'est l'argument d'ailleurs que Paul Kagame lui-même il donne et que le président français est allé dire dernièrement à Kinshasa en disant que ce sont les Congolais qui doivent quand même se battre pour leur pays. Bon, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais le problème c'est qu'il ne faut pas que les Congolais donnent l'impression qu'ils ne sont pas capables de se battre pour leur pays. Moi, je connais beaucoup de Congolais très courageux et travaillants, mais pour l'instant, qui sont même à Kinshasa, qui sont pas seulement à Kinshasa, qui sont à l'Est, qui sont partout. Mais il faut qu'on ne passe pas le temps à leur mettre des bâtons dans les roues quand ils travaillent pour leur pays. C'est ça la question. Et je crois que ce à quoi vous aussi vous êtes confrontés vous-même, c'est le fait qu'on ne peut pas supporter que les gens qui sont lâches, qui sont serviles, qui sont pleutres devant le Rwanda, qu'il y ait des Congolais patriotes qui veulent parler, qui veulent s'exprimer et qui veulent défendre leur pays. Ils ont le droit le plus absolu. C'est un droit sacré de défendre son pays. Alors, donc là, moi, je ne peux que les encourager à faire comme les Maïmaï, à faire comme les Congolais qui ont envie de lutter pour leur pays, que ce soit ceux qui sont dans l'armée, ceux qui sont dans les industries, ceux qui sont dans le milieu des affaires, etc., ceux les étudiants. Ils doivent tous réunir leurs forces pour faire corps face à l'occupation étrangère et à cette volonté de balkaniser et à l'Holocauste auquel le peuple congolais est confronté aujourd'hui. Les livres, trouvez-vous sur Amazon, pour ceux qui ne savent pas où? Il est sur Amazon, il est au niveau de la maison d'édition, dont les éditions de l'Artilleur, il est en France, ils peuvent le commander aussi en Belgique, etc. Mais
je serais ravi que le livre soit disponible en RDC pour les Congolais parce que c'est leur livre, c'est leur histoire et c'est leur souffrance et c'est aussi ce sont les morts qui sont les leurs. Et il faut qu'on les aide aujourd'hui à pleurer ces morts-là, à mettre un terme à cette souffrance et à relever la tête parce que je ne peux pas accepter que les Congolais continuent d'avoir la tête baissée alors qu'en fait ce sont des citoyens aussi dignes que n'importe quel peuple du monde. Monsieur Charles Onana, nous vous remercions au nom de tous les compatriotes congolais qui suivent Chancelier Actuel News d'avoir accepté de répondre à nos questions dans l'espoir de vous recevoir plus tard. Je sais que vous êtes très occupé, mais Ingeta. Voilà, Ingeta. Chers compatriotes, vous avez certainement compris, c'est la fin de l'émission ou de l'interview, mais permettez que je puisse marteler sur un aspect. Si des Camerounais, par exemple, nous sommes tous africains, bien sûr, mais si des Camerounais peuvent se soucier autant de ce qui se passe à l'est de notre pays, pourquoi nous ne faisons pas la même chose, et même plus que eux, parce qu'il s'agit de nous. Il ne s'agit pas des gens de l'Est, non, il s'agit de nous, Congolais. C'est nous qui souffrons le martyr. C'est clair que la communauté internationale soutient le Rwanda, que tous ces pays-là tirent bénéfice derrière ce qui se passe à l'Est de notre pays. Jusqu'à quand allions-nous tolérer? Si c'était pour faire tomber Mobutu, ça fait plus de 20 ans que Mobutu n'est plus là. Mobutu est déjà tombé, je sais pas, 20 ans, 15 ans, il n'est plus là. Alors pourquoi ne pas concentrer et maximiser d'efforts en tant que peuple? Là, je m'en vais directement du côté des parlementaires. Prenez vos responsabilités entre vos mains. Vous n'êtes pas parlementaire que pour les 21 000 $ pour toucher des émoluments ou des primes pendant des vacances et aller vous promener en Europe où vos parlementaires ou vos collègues parlementaires ont fait construire, chose que vous ne faites pas chez vous. Prenez conscience et prenez vos responsabilités entre vous. Nous sommes seuls face au monde entier. Seule notre motivation, notre unité, notre détermination va devoir faire la différence entre le Rwanda. Le Rwanda a tout acquis au fait. Le Rwanda a maintenant tout le monde derrière lui. Peu importe des discours que vous souhaitez obtenir, la condamnation de l'Union européenne, la condamnation de la France, ça ne changera rien de la réalité des milliers de morts à l'est de notre pays. Alors aux autorités de pouvoir améliorer les climats, laisser aux Congolais la liberté de pouvoir s'exprimer suffisamment et de pouvoir éveiller des consciences de ceux qui ne savent pas ce qui se passe concrètement. Achetez ces genres de livres, faites-en de programmes nationaux d'éducation et d'enseignement des élèves. Ça n'a rien à voir avec non. Et même pour ceux qui, à la présidence particulièrement, combattent la vente de ces livres, je m'adresse à vous. Nous avons besoin d'apprendre ce qui se passe pour ça fait 30 ans que nous payons le coût face à un petit pays comme le Rwanda. Ce n'est pas des moyens qui nous manquent, ce n'est pas la détermination, mais l'information est conservée pour un groupe d'individus. Et à chaque fois, nos diplomaties, tout ça, on n'en a plus besoin et nous en avons marre des racontars de gauche à droite, faites ceci, faites cela, que plus personne ne nous dise ce que nous devons faire. En tout cas, Tolingi Psomoro, Tomi Kende Alikamo, na Nenga Bolumambo, Katina Suka, Mena Bino Mikonzi, Botia Makoke, Zapona Bawazalendo, et Zapona Biso Boto, Chara Vina danger, tant auto dénoncer Makambo, Bosa Nyon Soketo, Zanakati à sécurité, et aussi Botia Bamoyen pour na Balobing à Malonga, pour na moi voyage, rencontre culturelle, où les autres mettre a été Batoka Baonana, parce qu'elle a suffisamment sécurisé. Ayena Congo a sali conférence monene batu bakoti il est sécurisé le quoi moto monene po elo kwa sali ya monene mais je ne sais pas si on bana mupepe po boroyoka te vous ferez toujours ce que vous voulez mais nous essayons aussi de pouvoir faire notre part de choses dans cette quête de la paix à l'est de notre pays dans l'espoir que vous compreniez notre appel et pas banda ko individualiser débat pour nous attaquer biso personnellement ça n'aura pas de sens et au finish tu continuer pour alimenter plan ya Mobuna et tu continuer pour Zakaka victime. Je vous remercie de l'attention soutenue à cette interview. On se retrouve demain pour la suite des informations sur votre chaîne. Prenez soin de vous et à très vite.